Voilà, donc d'où ce besoin de sécuriser le détroit d'Ormuz et cette demande, voire cette menace, Antoine Mariotti, de Donald Trump aux alliés, mais aussi aux Chinois. La réponse des Allemands tout à l'heure, cette guerre au Moyen-Orient n'a rien à voir avec l'OTAN. Là, on voit bien que les Européens rechignent à s'engager aux côtés de Trump. Oui, clairement, et pas que les Européens d'ailleurs, la Chine aussi évidemment, le Japon, parce que le Japon et l'Australie ont été les premiers à dire, mais il est hors de question d'envisager un déploiement militaire de la part de nos propres forces. Les Allemands, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ont le pied très fortement appuyé sur le frein quand même, en disant qu'il était hors de question également qu'il y ait une participation militaire de Berlin. Londres également, par la voix de Keir Starmer, son Premier ministre, eh bien, refuse toute mission de l'OTAN d'ailleurs, c'est même pas spécifiquement du Royaume-Uni, mais de l'OTAN. Ça, c'était important parce que c'est Donald Trump lui-même qui évoquait l'OTAN, tout en disant que sinon, il y aurait forcément des fortes conséquences sur l'OTAN. On ne sait pas si c'est une énième menace pour essayer de faire voler en éclats l'Alliance Atlantique ou pas, mais en tout cas, on peut l'entendre. Il est quand même intéressant de voir que si on fait un bilan rapidement, en quelques secondes, on a quand même le président américain, main dans la main avec le Premier ministre israélien, qui ont lancé cette guerre sans un objectif extrêmement clair. Quelle va être la fin ? On attend toujours de savoir de manière extrêmement claire. Il n'y a pas de justification légale qui tienne réellement la route. En tout cas, ça fait très fortement débat. Il est empêtré avec ce régime qui lui tient tête alors qu'il ne pensait pas que ça tiendrait tête. Il n'y a pas de population qui s'est complètement soulevée pour renverser le régime, même s'il y a évidemment énormément d'opposants en Iran, et on le sait très bien. Et alors, contrairement à ce que lui espérait, il se retrouve avec tous ses alliés de la région qui sont désormais sous les bombes depuis plusieurs semaines de l'Iran, même si on n'est pas sur les mêmes échelles. Et tout ça est sa conséquence directe de cette volonté d'entrer en guerre. Et face à cette impasse, il leur dit: écoutez les amis, vous êtes gentils, mais le détroit d'Ormuz, ça vous concerne aussi, donc vous allez venir et vous allez vous occuper de la sécurité. Et tout le monde dit: bah, vous êtes gentils, mais comme disait Colin Powell, l'ancien secrétaire d'État américain, au moment de la guerre en Irak, qui s'y connaît donc en entreprise douteuse américaine au Moyen-Orient, il disait: you break it, you own it. Ça veut dire concrètement que si vous cassez quelque chose, c'est de votre responsabilité de le réparer. Et il pensait ça sur l'Irak, où il estimait avoir été trompé par son président George Bush, même s'il n'était pas contre la guerre, peu importe. Là, concrètement, Donald Trump, il dit: bah oui, je le casse, mais finalement, c'est à vous de réparer un peu les choses, en tout cas de participer. Sauf que concrètement, vous envoyez demain des navires français, japonais ou autres dans le détroit d'Ormuz, vous les mettez en danger immédiat de recevoir des missiles iraniens, et ils sont à portée vraiment très très proche. On n'est pas sur des missiles iraniens qui ont le temps d'être interceptés dans leur chemin jusqu'en Israël, par exemple. Donc là, pour se défendre, c'est extrêmement compliqué. Et le détroit d'Ormuz, on parle quand même d'une centaine de navires qui passent chaque jour à protéger. Donc comment vous faites ça ? C'est extrêmement compliqué et c'est extrêmement dangereux. Et les Européens, comme les Japonais, comme les autres, n'ont pas spécialement envie de voir leurs soldats mourir dans le détroit d'Ormuz pour les opérations militaires de Donald Trump et Benjamin Netanyahou. C'est vrai, Mathieu Mabin, vous qui suivez ces événements depuis Washington, que finalement il est fort à parier, au vu du contexte et au vu de ce que nous disait Antoine, que cet ordre lancé par Donald Trump ne soit pas suivi. Oui, alors vous faites bien de souligner la différence de perception qu'il peut y avoir entre les deux rives de l'Atlantique. Vous allez voir, je vais vous dire à peu près la même chose qu'Antoine, mais différemment. En clair, je vais vous livrer le point de vue américain. Il est d'ailleurs tout à fait frappant d'observer ici la différence de lecture de la situation générale et donc de la situation tactique très concrète selon que cette lecture est faite par des analystes européens ou américains. Et pour l'instant, je ne distingue pas chez les Américains qu'il s'agisse d'observateurs de sensibilité démocrate ou républicaine d'ailleurs, de position aussi tranchée qu'en Europe. On constate quand même que globalement, à quelques exceptions près, le camp démocrate ici fait preuve d'une certaine retenue. Une retenue tout à fait typique d'ailleurs du réflexe américain de solidarité transpartisane en temps de guerre. Et donc, pour en revenir à votre question, sur la base des mêmes éléments factuels que ceux que vous possédez, les visions américaines et européennes, qu'elles soient celles des observateurs ou celles des leaders politiques, divergent réellement, j'ai envie de dire considérablement. Elles ne se contredisent pas encore totalement, mais ce n'est clairement pas la même lecture. Ici, à Washington, d'abord et avant tout, les observateurs sont tout à fait conscients de ne percevoir qu'une infime partie du déroulement des opérations. On ne le dira jamais assez. Il s'agit d'une guerre dans les airs et sur les mers. Et nous assistons donc probablement au conflit le moins médiatiquement accessible de l'histoire récente, et alors même qu'il pourrait devenir l'un des plus déterminants de l'histoire moderne. Ici,
si on prend un peu de recul, on voit un Pentagone finalement qui reçoit des ordres du commandant en chef après lui avoir soumis d'une part une stratégie globale et d'autre part un vaste panel d'options militaires pour diriger son action politique. Jusqu'ici, rien d'anormal. En clair, les militaires proposent et l'exécutif dispose. Je crois qu'il faut donc définitivement exclure l'hypothèse parfaitement irréaliste, mais pourtant largement explorée en Europe, l'hypothèse selon laquelle les états-majors américains n'auraient pas pensé au détroit d'Ormuz, par exemple, et à la complexité stratégique qu'il ajoute à l'intervention israélo-américaine. Concrètement, ce n'est pas parce que le Pentagone ne dévoile pas ses plans qu'il n'en a pas. Je dirais qu'on observe sensiblement la même chose sur le regard que portent les observateurs sur les capacités de défense iraniennes, par exemple. Non, les agences américaines ne découvrent pas l'existence des drones Shahed. Oui, il y a un déséquilibre financier entre la pagaille que peut semer un engin téléopéré iranien à $4000 et les missiles patriotes américains, bien sûr. Maintenant qu'on a dit ça, l'invitation de Donald Trump adressé aux Européens ne doit pas être entendu non plus comme un appel de détresse de la 5e flotte. Soyons sérieux. Les États-Unis ont les moyens de mener cette guerre seuls. À une nuance près, l'Amérique a besoin du renseignement israélien sur lequel elle peut d'ailleurs compter. Donc, finalement, pour l'instant, tout va bien, si j'osais. En fait, ce que nous devons avoir en ligne de mire, ce sont les échéances constitutionnelles auxquelles Donald Trump devra se soumettre cette fois. Les textes sont parfaitement clairs. Immédiatement après la première frappe, le président avait 60 jours pour agir avant que le Congrès ne se réunisse et décide de la poursuite ou non des opérations. Et si c'est un non, alors les troupes américaines et concrètement le Pentagone disposera de 30 jours pour opérer un retrait en bon ordre. Or, il se trouve que quel que soit le scénario, ces 90 jours cumulés donc couvrent largement la période que l'administration américaine s'est autorisée jusqu'à présent. Alors, on va parler de la fin de la guerre dans un instant avec vous, Mathieu, mais peut-être Antoine sur le détroit d'Ormuz et l'opération que souhaite mener Donald Trump pour sécuriser ce détroit et pour acheminer et permettre les exportations d'hydrocarbures partout dans le monde. Les Européens disent, bon, on n'est pas suiveurs pour l'instant, même s'il y a des projets qui se mettent en place. Les Français, Emmanuel Macron l'avait dit sur le porte-avions Charles de Gaulle. Oui, tout à fait. En fait, Mathieu disait très justement que le Pentagone, évidemment, a des plans. C'est le travail du bureau du Pentagone. Il y a des bureaux exprès, et dans toutes les armées, ou en tout cas dans toutes les grandes armées, pour envisager tous les scénarios. Et à différents degrés. C'est-à-dire que si on fait la guerre avec l'Iran, est-ce qu'on fait une guerre à très grande échelle, une invasion? Est-ce qu'on fait une opération aérienne très courte? Est-ce que c'est entre les deux? Et vous avez différents scénarios à chaque fois. Donc le Pentagone peut en effet appuyer sur le bouton et déployer. Tout est une question de décision politique. Et c'est là où la question devient intéressante. C'est qu'est-ce que va ou veut décider Donald Trump, sachant que ça peut changer, on le sait, de manière assez rapide. Et qu'en effet, comme le dit très justement Mathieu, les Américains ont tout à fait les moyens militaires de prendre le contrôle de tout le détroit d'Ormuz s'ils le souhaitaient. En revanche, ça aurait forcément un coût, alors financier certes, mais potentiellement un coût humain. Il y a déjà eu quand même quelques soldats américains qui sont décédés depuis le début de cette opération. Est-ce que Donald Trump a vraiment envie de prendre ce risque-là, en plus à quelques mois d'une élection de mi-mandat extrêmement cruciale pour la fin de sa présidence? Toute la question est là. Mais d'où l'intérêt de ne pas être seul, de demander aussi à des Européens. Et donc on voit bien qu'il y a un refus, comme je le disais tout à l'heure, de vouloir engager l'OTAN, que certains ont catégoriquement refusé. Après, une des possibilités était de dire, tiens, il y a une mission qui s'appelle l'opération Aspide, qui est en mer Rouge, qui a été lancée en février 2024, parce que les Houthis avaient notamment pris le contrôle de certains navires, et qu'en riposte, entre guillemets, l'Union européenne, avec 21 États membres qui se sont engagés là-dedans, a lancé cette opération pour assurer la sécurité des navires là-dedans. Sauf que c'est en mer Rouge, ce n'est pas dans le détroit d'Ormuz, donc ça veut dire qu'il faut changer le mandat. Ça, c'est vraiment pas quelque chose d'impossible, mais ça veut dire déshabiller Pierre pour habiller Paul, alors que Pierre, il est déjà pas très bien habillé, parce que de l'aveu même de leur commandant, ils n'ont pas les moyens suffisants pour mener leur opération à 100% en mer Rouge, parce que je vous disais qu'il y avait 21 États membres, mais il n'y en a que 3 qui déploient, dont la France, des navires sur place, et ils sont assez peu. Donc, toute la question est là, et elle était aussi débattue aujourd'hui à Bruxelles avec les chefs des diplomaties européennes. Exactement. Mathieu, vous nous parliez d'un conflit qui pourrait être déterminant pour le Moyen-Orient, sauf que Donald Trump parle depuis quelques jours de la fin de la guerre. On a le sentiment qu'il cherche une porte de sortie avec de possibles discussions avec le régime iranien. L'Iran, qui aujourd'hui oppose un veto à tout dialogue et qui se dit prêt à aller aussi loin que nécessaire dans la guerre. Est-ce que les Américains, là, ne se retrouvent pas enfermés dans un piège, ou est-ce qu'il y a encore une différence d'interprétation des deux côtés de l'Atlantique ?
Alors, il y a une bataille de communication, ça ne vous aura pas échappé, mais dès lors qu'il n'y a pas d'opération au sol, la possibilité du retrait n'est pas vraiment un sujet pour le Pentagone. À la minute où l'exécutif américain annoncera que c'est fini, les F-35 se poseront sur leurs porte-avions, les porte-avions feront demi-tour et il sera à leur temps de compter les points. Et puisqu'il s'agit de compter les points, ce dont on est à peu près certain, c'est que l'opération aura au moins affaibli l'Iran militairement. C'est le moins qu'on puisse dire, économiquement bien sûr également. Que les proxys de l'Iran, comme le Hezbollah libanais, sortiront encore affaiblis. Ce qui, on le rappelle, est l'un des objectifs de cette guerre, notamment un objectif pour Benjamin Netanyahou, et pas seulement. Donald Trump a beaucoup insisté sur ce sujet aussi. Économiquement maintenant, au stade où nous en sommes, c'est vrai qu'il y a des fluctuations du marché et le cours du pétrole également, mais qui ne plongent pas pour l'instant l'Amérique dans un désastre financier. J'ai bien dit pour l'instant, hein, il faut être extrêmement prudent et juger la situation à l'aune du jour. En tout cas, il n'y a pas encore de catastrophe. Et puis, il y a quelques indices qui sont intéressants à observer. Les pays du Golfe agissent toujours de concert avec les États-Unis. Bien sûr qu'il y a eu quelques dialogues de chancellerie un peu crispés, mais globalement, il n'y a pas d'éclatement de l'Union. Sans que les accords d'Abraham, par exemple, et les dialogues satellites de ces accords n'aient volé en éclats non plus. Au Yémen, les Houthis n'ont globalement pas bougé une oreille jusqu'à présent, en tout cas au regard de ce dont ils sont capables. Il est permis de se dire que c'est parce qu'ils constituent une réserve stratégique pour l'Iran prêt à être déclenché. Oui, c'est vrai, mais il est également permis de se dire qu'ils sont tactiquement les plus vulnérables. Ça, c'est la géographie qui le détermine. Et que dans l'état actuel de l'Iran, les Houthis craignent pour leur survie, tout simplement, et à raison, puisque si une opération d'envergure était décidée par le Pentagone, il n'y aurait pas à cher à donner des positions des Houthis dans des plaines dégagées. Là encore, il est sans doute trop tôt pour le dire. Voilà, en clair, un réservoir à carburant qui brûle sur l'aéroport de Dubaï ne fait pas un Moyen-Orient à feu et à sang, même si oui, le détroit ressemble à une impasse tactique et stratégique. Ça, c'est certain. La seule réalité à laquelle nous pouvons nous cramponner, on l'a compris, ce sont les quelques informations vérifiées que nous devrons digérer encore et encore pour comprendre en quoi cette opération aura changé, d'une part, la face du Moyen-Orient, et d'autre part, ne l'oublions pas, l'équilibre des forces sur la planète, ce qui est quand même l'objectif poursuivi par Donald Trump et Benjamin Netanyahou d'ailleurs.